Les études de mon père n'allèrent pas au-delà de l'école primaire. Nul n'y aurait songé d'ailleurs, ni ses parents, ni lui-même. Dans son milieu, on allait à l'école jusqu'à 14 ans puisque c'était obligatoire. Et on quittait l'école à 14 ans, puisque ça n'était plus. C'était ainsi. Les enfants de la bourgeoisie suivaient, eux, un autre parcours. À 11 ans, ils entraient au lycée, tandis que les enfants d'ouvriers et de paysans restaient cantonnés dans l'enseignement primaire et s'arrêtaient là. Il s'agissait d'éviter tout mélange entre ceux à qui l'on devait dispenser les rudiments d'un savoir utilitaire suffisant pour occuper des emplois manuels et ceux issus des classes privilégiées, à qui était réservé le droit à une culture considérée comme désintéressée, la culture tout court, dont on redoutait qu'elle ne corrompe les ouvriers qui y auraient accès. Pourquoi avez-vous arrêté vos études? Ça me plaisait pas. Je préférais quitter tout de suite après le certificat. Et vous préfériez travailler plutôt que de continuer vos études? Oui. Pourquoi? Je trouve qu'on est mieux parce qu'à l'école, toujours étudier, tandis qu'au travail, on est libre. Vous n'êtes pas libre puisque vous y allez à 8h le matin, vous en sortez à midi, vous allez à 2h, vous en sortez à 7h. Ah oui, on est quand même plus libre qu'à l'école, parce qu'à l'école, on est toujours assis, on n'a pas le droit de parler, tandis qu'au travail, on chante, on parle, tout ça. L'élimination scolaire passe souvent par l'auto-élimination et par la revendication de celle-ci, comme s'il s'agissait d'un choix. Cependant, le champ des possibles est étroitement circonscrit par la position de classe. C'est comme s'il y avait une étanchéité presque totale entre les mondes sociaux. Les frontières qui séparent ces mondes définissent à l'intérieur de chacun d'eux des perceptions radicalement différentes de ce qu'il est imaginable d'être et de devenir. On ne se sent donc ni exclu, ni même privé de quoi que ce soit, lorsque l'on n'a pas accès à ce qui constitue dans ces régions sociales éloignées la règle tout aussi évidente. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 12. C'est cette semaine émission à la ligne, la persévérance et la kiffance. Le dit ancien monde se porte mieux que jamais, mais le vieux monde et ses séquelles, nous voulons les balancer. Nous devons être cruels. Mort aux flics et aux curés. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation de cette fameuse chanson des barricadiers pour le comité de maintien des occupations en 1968. Donc, nous allons parler de révolution, de révolte et de musique. Puisque donc, nous allons commencer par parler du nouveau film documentaire de Jean-Gabriel Perriot, disponible actuellement sur Arte, Retour à Reims, fragment, donc d'après le bouquin de Daniel Héribon. Didier, de D. Héribon, excusez-moi monsieur Héribon. Après nous parlerons de l'événement, donc la dernière, pas la Palme, mais le Lion d'Or à Venise, donc réalisé par Audrey Diwan et qui est sorti mercredi dernier. Et enfin nous parlerons d'une série documentaire consacrée au chanteur Orelsan, Montre jamais ça à personne, réalisé par, je reprends son frère Clément Cotentin et Christophe Offenstein. Et donc pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest, vous l'avez entendu, à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a également Justine. Salut Justine. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Le doc n'est pas des nôtres ce soir, il est une fois de plus en terre hostile à Saint-Brieuc si je ne m'abuse, donc vraiment un territoire hostile. Nous souhaitons bien du courage pour présenter des films de Dino Risi si je ne m'abuse, je crois. Mais donc il reviendra la semaine prochaine pour parler notamment de films de Pif Paf de la Shaw Brothers. Donc avant de passer à la section critique de cette émission, quelques agendas. Agenda local. Demain au Tambour, double programme comme d'habitude. Donc il y a tout d'abord à 18h, Au loin s'en vont les nuages du riant et rigolo Aki Kaurismäki.
chouette film, c'est plutôt bien. Et à 20h30, un film de notre Clint d'amour, donc son film de 2015, si je ne m'abuse, ou 2016, donc Sully avec Tom Hanks. Voilà, un film avec un avion qui s'écrase, ou pas d'ailleurs. Très beau film, une fois de plus. Sinon, ce week-end, pas beaucoup d'informations de cinéma, en tout cas à Rennes, parce que l'information est principalement trustée par les transmusicales qui commencent demain. Ça va être la bamboche ou la bamboula, comme on dit pour certains membres de cette émission, qui sont déjà heureux à l'idée de passer des heures et des heures dans des hangars, dans le froid, à écouter plein de musique très fort, à voir des gens drogués et avinés, n'est-ce pas, Justine ? Oui, tout à fait, et masqués. Et masqués, bien sûr, n'oubliez pas votre passe sanitaire. Le port du masque est bien évidemment recommandé dans ces grands hangars où des milliers de personnes vont être défoncées. Voilà. Vous avez déjà fait votre running order, Justine ? Pas tout à fait, là. Je peaufine un peu le calendrier. Oui, parce que donc il y a en plus des artistes qui ont annulé pour cause Covid, certains noms, voilà, tout ça a mis The Sniffers notamment, c'est dommage, hein, c'était le seul groupe que je connaissais sur cette liste, mais bon, on verra pour les bars en trans, nous. Et donc pas d'information, pas vraiment de cinéma ce week-end à Rennes, hein, parce que de toute façon n'importe quel film, événement spécial qui passerait sera évidemment déboulonné par des gens qui seront en gueule de bois. Mais donc ça sera la semaine prochaine, donc le dimanche 12 à l'Arvor, dans le cadre du film de dimanche soir, présenté et proposé par nous-mêmes et nos copains du cinéma est mort. Donc ça sera Le Bon, la Brute, le Truand de Sergio Leone, donc qui passera séance à 20h15. On a très hâte de vous montrer ça, parce qu'on vous rappelle qu'évidemment c'est un des plus grands films de toute l'histoire du cinéma du monde entier, de tous les temps. Oui. Exactement. Demain, dans les sorties nationales, il y a plusieurs choses qui vont nous intéresser, certains dont nous allons reparler dans les semaines à venir. Donc, ça on n'en parlera pas en l'occurrence, mais donc c'est SOS Fantôme, l'héritage, suite, reboot, remake réalisé par l'incapable Jason Reitman, le fils de Ivan, qui avait c'est le premier, qui est un garçon qui a été constant dans la merde. Donc après, il y a quand même peu de raisons que ça change, que ce nouveau SOS Fantôme avec des gosses et Bill Murray qui a l'air hyper content d'être là. C'est d'une force terrible. Sinon, un film, si vous aimez les sports de droite, donc sur le tennis, il y a la méthode Williams, donc sur les sœurs Williams, Vénus et Serena, avec l'entraînement imposé par leur père, incarné par Will Smith en mode acteur studio, puisqu'il a une barbe et des poils gris. Donc voilà, ça sort demain, c'est déjà dispo sur internet si vous voulez le chouffer. Sinon, encore dans la catégorie film de droite, le nouveau film de Yvan Attal, Les choses humaines, où il s'adresse aux gens qui sont accusés de viol, de harcèlement, tout ça. C'est un peu son film, on va dire, sur MeToo. C'est vous dire que ça promet, parce que notre bon ami Yvan, pendant la promo de son film, l'a dit que quand même les meufs qui accusent de viol 20 ans après, faudrait pas trop exagérer non plus, et que MeToo, mollo quoi. Yvan, toujours dans les bons coups, un progressiste comme on les aime, un copain de Polanski, donc évidemment ça va de soi. Mais sinon, donc dans les choses qui vont quand même plus nous intéresser, il y a le nouveau film de Antonin Perret-Jadko, déjà 5 ans après le formidable Loi de la jungle. Donc la pièce rapportée avec Philippe Catherine et Anaïs Desmoustiers, malheureusement sans Vima Laponce, donc déjà malus pour Antonin. Mais bon, nous irons quand même vérifier ça, il sort au TNB demain. Sinon, il y a le nouveau film de Pedro Kim et Pedro Almodovar, bien sûr, un de nos hispaniques préférés, qui sort son nouveau film, donc Madres Paralelas, que les distributeurs français n'ont même pas pris la peine de traduire en Mère parallèle. C'est quand même pas mal comme titre, donc avec évidemment la sublime, la magnifique Penelope Cruz qui revient pour ce film qui a l'air quand même bien beau. Sinon, il y a le nouveau film du russe le plus détesté du régime en ce moment, donc Cyril Serebrennikov, qui il y a quelques années nous avait enchanté avec son magnifique Leto, l'été en français, moi je parle un peu russe, voilà, et qui donc là sort son nouveau film qui était à Cannes, La fièvre de Petrov, et qui passe à l'Arvor notamment. Et sinon, je ne sais pas s'il passera à Rennes, mais alors j'aime beaucoup, en tout cas j'espère vraiment que le moment où il sortira en ligne pour se taper encore une bonne barre de rigolade, puisque c'est une autre idée du monde réalisée par notre Tintin à nous, écrivain reporter Bernard-Henri Lévy, donc qui sort son nouveau documentaire. Ça fait longtemps qu'il n'en est pas fait, parce que le précédent, Le Serment de Tobrouk, où on voyait que Bernard-Henri, à lui tout seul, avec ses petits poings bien coiffés et sa belle chemise blanche, allait libérer la Libye. C'est grâce à lui tout ça. Il est quand même comparé dedans à Voltaire, à Victor Hugo, mais c'est pas lui qui le dit, c'est genre des émissaires arabes qui disent quand même vous nous rappelez Voltaire. Je fais mais non, arrêtez. Et donc là, au lieu de s'attaquer à un pays, il s'attaque au monde entier, puisque c'est Bernard-Henri qui patrouille le monde sous le temps du Covid pour voir les gens qui ont quand même d'autres problèmes que le Covid, genre la guerre, la famine. Et donc, espérons que Bernard-Henri va nous sauver de tout ça. Ah, ça donne envie, il faut qu'on le fasse. Ah, ça, donc une autre idée du monde, quand même, modestement. Bernard-Henri,
modeste comme il est, il le co-réalise, mais bon, a priori, son choral n'a pas fait grand-chose, c'est surtout Bernard Henry qui était là. Et si Bernard Henry est, tant que Bernard Henry d'ailleurs, tout va bien. Donc voilà, c'est le programme des festivités pour la semaine, pas mal de choses, effectivement, donc oui. Si, en agenda local, on a vu ça dans c'est vrai, on a vu ça dans le hall de Les Rêves. Demain, à l'amphi... L3, donc L3. Sur le campus de Rennes 2. Voilà, il y a la projection vers 18h, 18h15, il me semble, de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Exactement, c'est ça. Merci mon cher Thibaut. Pas d'informations autres, Justine ? Non, aucune. Très bien. Nous allons pouvoir passer à la section critique de cette émission en allant du côté prolo des gens, comme on dit, dans une région déjà pas aidée, donc à Reims, avec le nouveau film de Jean-Gabriel Perriot, Retour à Reims, Fragment. Donc on écoute tout de suite un petit extrait. Tu ne penses plus au travail que tu fais. Tu y penses, machine, c'est tout par réflexe. Tu sais qu'il faut mettre une agrafe à gauche, une agrafe à droite. Tu engueules ton agrafeuse quand elle va mal. Tu t'engueules toi-même, tu arrives à t'engueuler toi-même quand tu te blesses. Alors que c'est pas de ta faute, c'est de la faute des montages qui sont mal faits. Mais c'est comme ça. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine m'en servir. C'est tout ça, tu comprends. T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves. Tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui me mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. C'est de la survie qu'on fait. De toute façon, la moyenne de vie d'un OS, c'est de 59 ans. Mon père travaillait en usine jusqu'à 56 ans, quand il fut mis en pré-retraite sans qu'on lui demande son avis, la même année que ma mère, à l'âge de 55 ans. Tous deux rejetés par le système qui les avait exploités sans vergogne. Lui, désemparé de se trouver désœuvré. Elle, assez heureuse de quitter un lieu de travail, où les tâches étaient harassantes à un point que ne peuvent imaginer ceux qui n'en firent jamais l'expérience. Et où le bruit, la chaleur, la répétition quotidienne des gestes mécaniques ronge à petit feu les organismes les plus résistants. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était un extrait du film Retour à Reims, Fragment de Jean-Gabriel Perriot, disponible actuellement sur Arte et qui connaîtra une sortie en salle en mars 2022. Et donc, comme je le disais en présentation, c'était d'après un ouvrage de Didier Héribon, non pas Daniel, n'importe quoi, donc paru en 2009 et qui était ce qu'on appelle un best-seller de livres de sociologie. Ce qui est un truc assez rare, parce que les bouquins de sociaux, en général, à part finir dans des BU, ça va pas, mais là, il y a vraiment un vrai succès. Donc, Héribon, c'est quelqu'un qu'on connaît justement comme sociologue et comme philosophe, on va dire, de manière générale. Et donc, ce livre-là, de 2009, il l'avait écrit suite au décès de son père, donc vers 2007-2008, où justement, lui était retourné à Reims dans son milieu originel, donc un milieu de prolétaires, et à travers ce livre-là, il voulait questionner on va dire, la culture ouvrière et prolétaire au sens large, et aussi questionner, lui, sa propre condition de transfuge de classe, puisque donc il vient vraiment d'un milieu d'ouvriers et puis d'un milieu de prolos, mais il s'est, entre guillemets, élevé en termes sociaux, parce qu'il a fait des études, il est à la fac, il écrit des livres, tout ça, donc un intellectuel. Il était prof à Yale, l'université Yale. Oui, Yale. Ouais, il a même fait Normal Sup. Moi, je pense à la chanteuse, puisque j'ai la foot de Yale, mais non, aucun rapport. D'accord, oui, la fac américaine. Oui, effectivement. Oui. La Ivy League, tout ça. Excusez-moi d'avoir des références un peu plus terre à terre, justement, plus ouvrières. Et Jean-Gabriel Perriot décide non pas de l'adapter, mais comme son titre l'indique, ce sont des fragments du livre de Héribon qui sont repris, avec les choses qui vont
intéresser Perriot, et il va en laisser certaines de côté qui étaient assez importantes dans le livre de Héribon, notamment toute la question de l'homosexualité, justement, qui est un des thèmes de travail, on va dire, ou de réflexion de Héribon, qui est assez importante dans son œuvre. Mais là, Perriot va plus se concentrer justement sur la question donc, de sa propre famille et de la classe ouvrière de manière générale, ou de l'exemple de la famille. Ça va devenir un peu un exemple symptomatique. En tout cas, ça va être le point de départ d'un questionnement autour de la culture de la classe ouvrière de manière générale. Donc le texte, comme vous l'avez entendu, est dit par la comédienne Adèle Haenel, et donc c'est plus sur ces questions de classe-là, et que Perriot va illustrer avec soit des images d'archives, avec des journaux, avec des documentaires, mais aussi des films de fiction, pour revenir sur la fin du film, sur des événements un peu plus contemporains de nous, donc post-2009, avec les mouvements des Gilets jaunes, entre autres, où la question va être finalement de questionner aussi comment est-ce que le glissement idéologique a pu s'opérer entre une classe ouvrière qui votait traditionnellement pour l'extrême gauche et le Parti communiste notamment, et comment est-ce que cet électorat ou cette voix, on va dire, a pu se déporter vers l'extrême droite, donc le Front National, maintenant peut-être Zemmour aussi. En tout cas, comment est-ce que le discours de la classe ouvrière s'est déporté sur une frange bien à droite, à l'inverse, on va dire, d'une tradition justement après la Seconde Guerre mondiale, qui est traditionnellement vers le PCF. Donc autour de cette table, tout le monde a vu le film de Perriot, qui est un réalisateur ici que quand même on aime beaucoup pour son travail, notamment son film Une jeunesse allemande, donc sur la bande à Baader-Meinhof. Son dernier film qui était sorti en France et dont on avait parlé, c'était Nos défaites, il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc c'était un film qui avait été tourné avec des lycéens pas de Seine-Saint-Denis, mais de région parisienne en tout cas, où la question était déjà de retravailler, dire comment est-ce qu'on formule un discours, comment est-ce qu'on le fait fonctionner, et questionner de manière générale la nature des images qui nous sont proposées, que ce soit sur Internet ou à la télévision. Et donc là, il y a aussi ce genre de questionnement, mais si pour le coup, ça va plus être la question de la représentation de la classe ouvrière de manière générale dans différents médiums qui va être proposé. Justine. Alors, je sais que vous avez des réserves sur le film de Monsieur Perriot. Oui, en effet. Alors pour commencer, il y a une petite chose que tu as peut-être omis de dire, c'est que le film du coup est découpé vraiment en 3 chapitres. La première partie du film se concentre vraiment sur une adaptation quasi textuelle du bouquin, et donc on suit vraiment, par la voix d'Adèle Haenel, la famille d'Héribon à Reims et toute l'installation qui s'opère dans les quartiers HLM, le rapport évidemment au travail, la lutte ouvrière. Donc cette première partie-là, je la trouve assez bien ficelée. Je trouve que les échos qu'il y a dans les images d'archives qu'il utilise sont plutôt pertinents. Il y a vraiment la deuxième partie qui commence un glissement un peu plus analytique, puisque du coup il met en image le rapport vraiment au monde actuel, au contexte beaucoup plus actuel, avec la descente, comme tu l'as dit, progressive des voies vers le FN. Donc ça, cette partie-là, je la trouve beaucoup plus bancale, parce que j'arrive pas à voir vraiment l'intention de Perriot derrière et quel est son propre discours par rapport à ça. Par contre, la troisième... Comment est-ce qu'il se positionne par rapport au texte d'Héribon ? Exactement, parce que dans la première partie, qui est beaucoup plus linéaire, là, il n'y a pas vraiment d'intention. En tout cas, c'est beaucoup plus sensible. En fait, on est vraiment dans un rapport d'adaptation. Moi, je trouve plutôt bien ficelé, et ça m'intéresse beaucoup, en plus, de voir comment on est capable de prendre cet objet-là, qui est quand même une histoire très personnelle, pour la mettre en image. Mais dans la deuxième partie, je trouve que la juxtaposition des images, la juxtaposition des morceaux choisis du livre manque un peu de cohérence, un peu de corps. Et du coup, je me demande vraiment si Perriot n'aurait pas gagné à peut-être proposer un discours en plus de celui d'Héribon. À réécrire pour lui plutôt que de reprendre juste le texte d'Héribon. Absolument. Parce que du coup, à la fin, on arrive un peu à... J'ai l'impression que le film se finit quand même en queue de poisson, où je m'y attendais, mais j'ai été très 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 déçue de la fin, où du coup, on a pendant plusieurs minutes les images du coup ultra contemporaines de manifestations contre les lois travail, les gilets jaunes, la santé. Donc voilà, une espèce d'épiphanie là, comme ça, à la fin. Une montée en tension. Oui, et en fait, on sent que à travers cette dernière partie-là, il veut appeler un peu tout le
les spectateurs, spectatrices, voilà, à descendre plus dans la rue. Et je trouve que la façon dont il le fait dans la deuxième partie est pas assez franche et affirmée. Ce qui me laisse un peu en dehors et j'ai trouvé ça un peu redondant en fait. Alors que la première partie, je pense qu'elle aurait gagné à être étoffée et si ce n'est justement gardée qu'elle. Puisque je pense que c'est vraiment là où il a été capable de faire un travail de cinéaste en ayant fouillé les archives, en choisissant avec soin les extraits de films, les extraits des journaux, pour vraiment mettre en lumière. Mais là, le côté triptyque comme ça, j'ai vraiment beaucoup du mal à voir l'articulation qu'il y a entre tout ça. Et en plus, j'aime beaucoup Adèle Haenel, mais là je trouve que ça redonne encore une couche de pleurer dans les chaumières, de pathos, ouais. Exactement, de quelque chose d'un peu fragile et je trouve un peu superficiel, dans une forme de posture comme ça que je sens pas très habitée en fait. C'est ce qui arrive souvent, malheureusement j'ai l'impression quand tu prends des comédiens ou bien des comédiennes qui sont célèbres justement, ils ont un peu tendance à en rajouter. Arte avait produit il y a 1 ou 2 ans une série documentaire aussi sur l'histoire de la lutte ouvrière sur les 3 derniers siècles, où le texte était dit par Bernard Lavilliers qu'on faisait des caisses et des caisses, c'était vraiment insupportable parce que lui aussi qui aime bien cabotiner avec sa voix parce que c'est comme son boulot, là ça rajoutait une question de pathos, un peu une lourdeur au discours qui en plus pour le coup était pas trop mal écrit, mais là ça rajoute vraiment beaucoup trop de, ça veut faire trop de sens sur un truc qui est déjà hyper signifiant. Thibaut. Alors je vais rejoindre sur certains points Justine, en effet je trouve que le film est bancal et également mal articulé autour de ces 3, on va dire, chapitrages. Autant, en effet, le premier, je trouve que c'est absolument admirable, cette manière de faire l'histoire par le bas, de partir d'une famille et d'arriver à quelque chose de beaucoup plus universel. Ça dure à peu près 45 minutes, sur le film dure 1h25, et ça dure à peu près 45 minutes, et en effet, là, tu as 45 minutes de tarte dans ta gueule sur la condition ouvrière et ce qui fait ce que c'est qu'une appartenance de classe, ce que c'est la lutte des classes. Donc là, c'est hyper bien foutu et je trouve que moi, le choix de Adèle Haenel en tant que narratrice, je trouve que ça rajoute de la colère parce qu'Adèle Haenel, il me semble être une actrice et une femme en colère et je trouve que ça matche bien entre le choix de Adèle Haenel, de cette actrice, et puis la colère qui gronde petit à petit, à la fois dans le camp ouvrier, dans le camp 1 de la famille de Didier Héribon, et en même temps la colère qui monte chez le spectateur, parce que voilà, on voit des conditions qui sont absolument tragiques, on voit comment un corps et un esprit sont complètement délités par le travail ouvrier. Donc voilà, je trouve que toute cette colère qui englobe cette première partie, je trouve qu'elle est signifiante et je trouve qu'elle est d'autant plus signifiante si on la met en rapport avec la troisième partie. C'est-à-dire que voilà, ce qui s'est passé, on va dire peu ou prou après la Deuxième Guerre mondiale, et ce qui se passe actuellement, les gilets jaunes, pour ne pas les citer, mais on voit des images de manifestations des gilets jaunes. Je trouve que là, on peut faire un parallèle entre ce que c'était une appartenance dans une classe et ce qui s'est fait au moment des gilets jaunes, où je trouve qu'il y avait, il me semble, un processus de réappropriation d'appartenance dans un groupe, ce que Héribon appelle un groupe solidaire qui a conscience d'être solidaire. Mais ça rejoint aussi un peu le film de Dufresne, Un pays qui se tient sage, où il y avait déjà un petit peu certains des mêmes questionnements à certains moments de son film, parce que ça traitait aussi de la violence d'État de manière générale, mais il y avait aussi cette question de faire corps avec des individus qui a priori n'ont quasiment aucun rapport entre eux, soit différentes strates sociales, soit différents corps de métier qui a priori ne correspondaient pas ensemble. Sauf que le problème, du coup, il est articulé parce que le troisième chapitre contemporain est beaucoup trop court, du coup, pour être mis... pour que la balance soit cohérente en tant que construction de film. T'as l'impression que vu qu'en plus c'est en 3 parties, t'as vraiment que c'est un truc d'élève assez appliqué, et en fait c'est quelqu'un, ça fait un peu dissertation, quelqu'un qui a pas eu le temps de finir sa conclusion parce que les 4 heures sont terminées, quoi. Mais en fait voilà, ça nous arrive tous. Après ce dernier chapitre est titré épilogue. Enfin vraiment, ça n'a pas vocation à être une partie, mais on aurait aimé peut-être des points de rattachement. Un épilogue, normalement, ça fait une ouverture justement vers l'extérieur. Mais les points de rattachement, on aurait aimé que les points de rattachement soient plus étayés. Voilà. Et après, il y a cette deuxième partie
qui pose problème. Non, qui pose pas problème, mais tu vois que le film est complètement bancal, parce que comme le dit Justine, tu sais pas trop où ils vont en venir, ça fait un petit peu désincarné. Tout le processus de déplacement d'un corps politique affilié au PCF, de cette conscience de classe qui ensuite est devenue une espèce de conscience patriotique. Après, c'est aussi quand même largement la trahison de la gauche envers les travailleurs. Quand tu vois ce enculé de Georges Marchais là, qui est vraiment un social traître, mais alors fini quoi. Mais en fait, le truc c'est que tes valises, on rentre à Paris. Mais le truc c'est que ça méritait. Alors on le sait tous que la gauche a tué l'affaire. La gauche a tué l'affaire. On le sait tous ça, mais voilà, ça aurait mérité un développement beaucoup plus important que les petites 20 minutes que Perriot consacre. Donc voilà, des images de Jean-Marie Le Pen, des images de Georges Marchais qui trahit le truc, des images de la fiesta de Mitterrand, et puis après on sait comment Mitterrand a amené Mitterrand, toi, pas Mitterrand. Comment il a amené après le néolibéralisme en France. Mais voilà, ça dure que 20 minutes. Et on aurait aimé en fait qu'il y ait un développement beaucoup plus structuré pour que le film en fait gagne tout simplement en ampleur. Parce que là, tu as l'impression que, voilà, comme vous le dites, tu as l'impression que ça s'essouffle à la fin, du coup la colère s'essouffle aussi, la réflexion s'essouffle également. Du coup, on est sur un exercice qui est certes salvateur et qui est intéressant de mater en ce moment, hein, bien entendu, mais voilà, c'est trop bancal en fait pour susciter l'adhésion complète. En voyant le film, puis en reparlant là, ça m'a fait penser aussi à un livre qui est sorti il y a 2 ans, dont l'auteur est décédé cette année d'ailleurs. Je sais plus son prénom, mais c'est Pontus avec à la ligne justement, qui est Brestois, qui parle justement du travail à la chaîne, enfin à la ligne maintenant comme on dit. Et c'est vrai que Perriot, quand il s'écarte plus du texte de Héribon, aurait pu justement aller vers d'autres sources littéraires ou d'autres écrits là-dessus, parce qu'il y en a eu pas mal. Dans le CQFD, le journal, il y avait toute une chronique justement sur le travail à l'usine, sur le travail à la chaîne, ou sur la condition ouvrière au temps présent, quoi, vraiment aujourd'hui. Et c'est qui sont des sources qui sont assez facilement trouvables et qui sont vraiment passionnantes sur la question du travail aujourd'hui à l'usine, dans les rapports de production, dans les rapports de commandement, les rapports de chaîne, les petits chefs. Hein. Moi, je rappelle quand j'ai bossé à l'usine, c'est vrai que c'est des trucs qui, basiquement, en 15 ans, 20 ans, 30 ans, ont pas du tout changé, ça s'est même empiré. Et c'est vrai que c'est des trucs qui ne re-questionnent pas trop, parce que ça a plus parlé donc de la condition ouvrière du temps de ses parents, donc dans les années 60-70, mais sans revenir à la condition des ouvriers en usine maintenant, sans les questionner non plus, et sans voir un peu les évolutions dans le mauvais sens qui ont été apportées, parce que les syndicats ont quasiment tous lâché l'affaire sur ces questions-là justement, et la question de la désaffection des syndicats pour la lutte sociale, et donc de la désaffection des travailleurs pour les syndicats aussi, comme ces social traîtres aussi de la CGT, la CFDT, tout ça, machin, qui ont totalement lâché l'affaire, qui maintenant se demandent est-ce qu'ils doivent continuer les grèves ou on ne sait pas quoi. Donc ça, c'est un truc pareil qui n'est pas assez questionné. Après, il y a des trucs qui sont vraiment occultés, parce que si tu dis que la question, moi le bouquin je l'ai pas lu, mais si tu dis que la question de l'homosexualité a été éludée, qui en plus dans un milieu ouvrier, que ce soit à l'époque ou même encore maintenant, d'ailleurs dans presque n'importe quel milieu, c'est quand même une question assez importante en termes d'identité évidemment, mais aussi en termes de positionnement social. Et là il y a la question du racisme qui, pareil, alors peut-être que ça fait mal aimable ou mal poli de questionner ça, mais voilà, au bout de 5 minutes c'est plié. Alors je vois bien le raisonnement, mais voilà, plonger peut-être plus au cœur et ne pas tomber dans une espèce d'agiographie ouvrière en fait, qui parfois, et le film tend parfois un petit peu vers ça, donc je trouve que c'est dommage. Je trouve que du coup la balance est un peu trop déséquilibrée. Justine. Ouais, et puis je pense justement avec cette dernière partie qu'il a voulu en mettre beaucoup en fait, et du coup le livre d'Héribon s'achève pas du tout là-dessus. Bon, c'était il y a 12 ans, donc évidemment, mais il est là, à la fin, il y a quand même, j'ai l'impression, un espèce d'écart, puisqu'on s'arrête à la fin des années 80, voilà, à la désillusion Mitterrand et compagnie. Et on passe 30 ans plus tard, en 2020, et en fait, il n'y a rien qui fait lien, il n'y a rien qui fait liant. Et ce qui aurait peut-être été plus, j'ai envie de dire, juste, en fait, et plus honnête de sa part, c'est d'y mettre du sien, en fait.
de lui-même, de son propre questionnement par rapport à ça et comment lui il arrive à relier les deux. Parce que finalement là, à vouloir mettre tout en occulte en 30 ans, ça donne un espèce de fourre-tout à la fin où on ne sait pas vraiment quelles sont ses intentions et est-ce que c'est une vraie question, c'est pas très grave, mais finalement on a l'impression de quelque chose d'un peu décousu. Et le fait qu'il ait volontairement omis et occulté l'homosexualité d'Hérimon, pour moi, ça n'est pas du tout un problème, parce que je pense qu'il a cherché à s'approprier vraiment beaucoup plus ce qui a trait à la lutte des classes, la lutte ouvrière et le corps social qui change, en fait. Donc ça, en soi, c'est pas très grave, et même dans le bouquin, c'est pas du tout... voilà, les deux se mêlent parce que c'est sa propre histoire, mais là, Perriot est capable d'en faire quelque chose, en tout cas dans la première partie du film. Ce qu'il arrive beaucoup moins à faire à la fin, puisque j'ai l'impression qu'il se sent complètement dépossédé, ou en tout cas, c'est la perception que nous, on en a en tant que spectateur. Mais du coup, je trouve ça peut-être un peu malhonnête que de pas vouloir tisser les liens et donner son avis en fait, finalement à travers les images, à travers les choix d'archives, voilà, de construire un nouveau récit à partir d'une base préexistante. Et là, voilà, je pense qu'à la fin, on a quelque chose quand même d'assez décousu, qui se veut plein aussi de bonne volonté, de colère, mais qui retombe un peu comme un soufflet, quoi. Après, il y a toute la question de la gauche et des hommes et des femmes politiques de gauche. Oui, c'est mon côté du Sud qui revient de temps en temps. Alors certes, il parle des trahisons de la gauche, de Marché, la CGT, Mitterrand, bien entendu, mais dans ce côté épilogue contemporain, il aurait pu aussi convoquer ces nouvelles figures de la gauche qui, elles, tiennent la route, tiennent le coup, se battent contre vent et marée, et à qui il faut aussi dresser, et à qui on peut donner surtout accès. Qu'il n'y en a pas beaucoup en plus. Il n'y en a pas beaucoup, je vais pas les citer, mais elles existent en tout cas. En tout cas, elles sont là, et ici, elles sont totalement occultées. Alors, est-ce que c'est une volonté justement de revenir au socle, au peuple, vraiment plus que des figures. Hein. Et plus que des figures, bien entendu. Mais pourtant, tout ce qui est en termes de... La question représentative, elle est énoncée dans le film, et à un moment, elle est éludée. Donc, il aurait pu peut-être rebondir un petit peu là-dessus. Voilà, amener un peu plus de... pas de réflexion, mais un peu plus de difficulté dans la réflexion. Voilà. Ici, c'est d'ailleurs étonnant parce que c'est quand même des choses que Perriot a abordées dans certains de ses écrits, notamment un livre qu'il avait écrit avec un philosophe Brossa il y a quelques années, où c'était rempli justement de ces questionnements-là sur la question de l'engagement, de la gauche au sens large maintenant, de comment est-ce qu'on peut repenser le combat, et donc c'est des choses que lui il a déjà beaucoup travaillé et beaucoup pensé, y compris dans ses films précédents d'ailleurs, et c'est vrai que là c'est un truc qui met un peu de côté, soit je sais pas si c'est par peur justement de trop se détacher du livre d'Hérimon ou de l'intention première d'Hérimon, ou alors si c'est peut-être par Après sur vraiment la dernière partie, donc il en appelle vraiment aux images. Moi, ça m'a fait penser à, je sais pas si c'est un de ses premiers films, c'est 20 000 fantômes. Oui. Quand il repart sur les traces, c'est à Nagasaki, je crois. Et là, du coup, il instaure dans son film, qui est un film court, vraiment une espèce de mise en scène très formelle autour de photos. En fait, il prend que des photos pour voir la reconstitution historique en fait de ce lieu qui a été dévasté. Donc là, il croit pleinement aux images. J'ai l'impression que dans la dernière partie du film, il y croit pleinement, mais il nous manque quand même un espèce de ressort, pas dramaturgique, mais de réflexion en fait sur la question, et qui, je pense, là peut pas être enlevé des simples images qu'on a à nous montrer, si ce n'est juste nous les balancer dans la tête et dire allez, descendez et luttez. Mais... Oui, parce qu'il fout le bordel. Non, mais il questionne pas, par exemple, les nouvelles techniques, la constitution des différents blocs. Enfin, voilà, juste ça, par exemple, quoi, qui est maintenant qu'on voit maintenant dans toutes les manifestations. Alors, je vais pas parler du Black Bloc, mais maintenant il y a des Pink Blocs qui se forment. Enfin, voilà, des blocs, on va dire. Et là, voilà, c'est des images très... La convergence des luttes. Oui, bien entendu. Mais c'est des images qui sont trop aérées, en fait. Voilà, et voilà, on ne sait pas trop ce qu'il en fait à ce moment-là. Alors, certes, on voit toujours aller la rue qui est à nous avec les slogans qu'on entend, toujours. Non, mais il y a un moment où il filme, ou du moins, il y a cette femme-là. Il y a cette femme qui lit son texte, voilà, qui fait très bien le parallèle avec la première partie. Mais voilà, il y a l'ouverture, en fait, sur maintenant
qu'est-ce que ça peut être la condition ouvrière dans les années 2020. Voilà, l'ouverture, je trouve qu'elle manque, je trouve qu'elle est un petit peu trop fermée, elle aurait mérité plus d'amplitude. Voilà, qu'est-ce que la condition ouvrière? Vous avez 2 heures, on ramasse les copies 22 heures. Donc c'était le nouveau film de c'est bien quand même, hein. De Jean-Gabriel Perriot, donc Retour à Reims, fragment, disponible actuellement sur Arte. On va passer à toute autre chose, on va remonter dans les années 70, et pour ça on écoute une musique qui n'a strictement mais rien à voir du tout. Tenemos la cocaína, man. Tenemos la cocaína, man. No puedo decirte, man. No puedo decirte, man. Tu sais ce que je veux dire, mec? Ouais. Shit. That's what I'm saying. Shit. Je crois que je suis le plus fort, je perds toujours contre moi-même. Demain j'arrête la fumée, négro, tu crois pas toi-même. De claque, crever ma main, pour voir si t'es amen. De déchiffrer mes gènes, m'amène, on est refrais, amen. Apparemment ton sauce, pour ta toast à la caverne. J'ai les aiguillés, c'est des poulets à la caserne. Je prédis pas le futur, je parle au présent, t'as les anciens. Tu parles de quoi, négro? T'as meuf une tête de nécromancien. J'ai pas vécu le plus dur, qu'est-ce que je ressens nos baratin? Too late, trop late, c'est déjà trop tard à l'ancienne. Attends. Risque t'étais pas fit à l'ancienne. Je me rappelle que quand même. Entre les deux, t'as mangé quoi, même si m'a dit faut apprendre à se laisser aller. Real talk. Quand mon père est parti, il est parti avec un bout de mon cœur. Je me rappelle, je me battais avec mon ex, après je l'appelais mon cœur. Même tête, même vibe, c'est la même shit, c'est le même décor. Tu sais ce qu'on dit, je fais ce que je veux de mon corps. Risque, c'est quoi? Je dois du bif à des producteurs. Mais pas de bif à un producteur. Fuck les promoteurs, ils sont cramés comme des gros moteurs. T'as des bifs au fisc, à des dentistes, à des contrôleurs. J'écoute mes sons toute la journée, je suis mon premier fan. Je suis un putain de parasite comme si je vis dans ton grenier. J'écoute une instru, ça me fait même l'effet du premier grain. Tu te prends pour une princesse, tu vas mourir comme une première. Je suis au resto cave avec Diana Roma, Spiegelman. Je prends une pizza MD, je me comporte comme un grenier. Ils croyaient m'avoir averti, tu vas t'aider comme un dodin. Je suis dans tous les milieux, je touche à tous les dos des gammes. Everywhere. Had to do it to him. That is some usual shit, bro. Crazy thing is, we don't give a fuck, bitch. That's how we do it, nigga. Shit. That's how I do this shit. Vas-y, Risky Dealer, mon héros. Look how to do it to him. Fuck that. Risky, vérifiez-le vous-même. Yeah, man. Exactly what I said, bro. Exactly how I said. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Risky avec Loto avec leur morceau Bolivaros, extrait de leur premier EP commun qui est sorti le week-end dernier, formidable EP, donc Camo Life. Donc c'est enfin Risky revient enfin à faire un peu de rap, il nous a quand même un peu manqué ce garçon qu'on connaît aussi sous le nom de Metec ou de son nom de naissance Manuel Goldman, donc un des meilleurs rappeurs de France, mais qui est un peu trop dispersé, le pauvre garçon, alors qu'il a une discographie absolument impeccable. Donc leur premier EP Camo Life, donc qui n'a aucun rapport avec ce dont nous allons parler dès à présent, puisqu'il s'agit du nouveau film de Audrey Diwan, donc l'événement, qui est le Lion d'Or au dernier festival de Venise, et qui là aussi est une adaptation d'un roman de Annie Ernaux, sorti en 2000, et donc qui est co-scénarisé par donc Audrey Diwan et Marcia Romano, qui a écrit quand même 3 films qui sont sortis mercredi dernier, c'est pas mal. Donc l'événement suprême, le biopic sur NTM, et De son vivant, le dernier film de Emmanuel Berco. Comme quoi, il y a des scénaristes en France qui arrivent à trouver du travail, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc Audrey Diwan, ce n'est pas son premier film comme metteuse en scène, c'est son 5e ou 6e je crois. Elle est aussi scénariste, notamment du réalisateur de Bac Nord, Jérémy, je ne sais plus comment, qui est aussi son mari. Cédric Jiménez, pourquoi Jérémy, je sais pas, donc Cédric Jiménez, donc voilà. Alors est-ce que l'événement est autant de droite que les films de son compagnon Justine, donc l'événement qui se passe en 1963 et qui raconte l'histoire d'un avortement illégal d'une jeune fille? Alors, je sais pas vraiment. Je pense que le film est pas de droite. Non, je pense que sa réalisatrice peut-être un peu plus. Mais je vous dis ça un peu. Voilà, je vais lancer ça comme ça, brûle pour point. Non, je pense que c'est même pas vraiment le propos du film. Donc, le propos du film, c'est la vie qui bascule d'une jeune étudiante en lettres assez brillante qui s'appelle donc Anne Duchesne, qui est en fait Annie Ernaux, puisque Annie Ernaux ne fait quasiment que des nouvelles et romans biographiques. Une française, quoi. Enfin, oui. Et encore une de mes marottes, puisqu'encore, voilà, transfuse de classe, voilà, on est toujours autour des mêmes thèmes. Et j'aurais aimé, comme j'aurais aimé justement le Perriot, j'aurais beaucoup aimé le Diwan, et
pas tout à fait. Donc on suit cette jeune fille qui tombe enceinte à un moment de bascule, puisqu'elle va passer des examens pour rentrer après à la faculté de lettres. Elle est promise à un avenir assez brillant. Elle suit vraiment assidûment les cours de son prof Pio Marmaille. Et donc voilà, elle a envie d'être prof à ce moment-là. Sauf qu'elle tombe enceinte et elle ne souhaite pas du tout garder cet enfant. Et donc elle va s'en suivre un parcours du combattant pour avorter. Donc évidemment en 63, c'est extrêmement compliqué puisque ça n'était pas du tout légal. Donc elle va passer par différentes méthodes. Elle va aller voir à un moment un médecin qui lui propose des piqûres. Il s'avère que dans ces piqûres, il y a une substance qui fait que renforcer le fœtus. Donc en fait, voilà. Donc la science a évolué. Hein. Voilà. Donc elle va évidemment acheter des aiguilles à tricoter qu'elle s'insère. Un cintre sinon. Oui. Et elle va finir par trouver, par l'entremise d'un de ses amis, une jeune femme qui a elle aussi souhaité avorter à la même période et qui du coup connaît une faiseuse d'ange à Paris, et du coup elle va la voir. Donc on suit voilà toute cette terrible histoire. Évidemment, donc c'est bouleversant. Le livre d'Annie Ernaux est très cru. Le film l'est beaucoup moins, sauf dans sa dernière partie où on a quand même une espèce de descente aux enfers assez brutale et assez frontale dans la monstration de ce qui est sur les images, où voilà, il y a beaucoup de sang, évidemment, il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de cris. Je reproche au film principalement sa froideur. En fait, Diwan a pris le parti de vraiment suivre Anne. J'ai oublié le nom de l'actrice qui est assez formidable d'ailleurs, elle est très peu connue et elle a je crois 22 ans. Et donc elle choisit de suivre Anne de façon très proche. En fait, on est toujours dans une proximité avec elle, ce qui fait qu'elle est complètement détachée au bout d'un moment de son environnement. Si dans la première partie du film, on la voit un peu évoluer dans son environnement avec ses amis du lycée, voilà, avoir des relations avec les garçons, sortir au café. Au bout d'un moment, elle est complètement seule. En fait, dans le cadre, elle est toujours filmée. On ne voit quasiment que son visage au bout d'un moment. Alors il y a quand même des gros inserts sur son corps qui évidemment changent, puisque un peu comme elle fait Keshish pour Adèle Exarchopoulos dans la vie d'Adèle. Ouais, tout à fait. C'est vraiment une espèce de caméra à la première personne sans être vraiment à la première personne. Et ce qui donne cette impression de détachement complet, où finalement on a très peu d'empathie pour le personnage, si ce n'est dans sa propre douleur. En fait, on arrive à sentir vraiment la douleur de son corps, parce que physiquement, ce qui est montré, c'est très très dur, et du coup, c'est vraiment très oppressant. Si bien qu'à un moment, je me suis encore voilé les yeux par mes mains, parce que j'étais incapable de regarder ce qui se passait à l'écran, c'était beaucoup trop dur et cru. Mais par contre, on a très peu d'empathie pour la douleur qui se passe dans sa tête. C'est-à-dire qu'elle questionne très peu ce qui peut arriver à une jeune fille de cet âge-là, qui vient, pareil, encore une fois, d'un milieu social très 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 modeste, qui est promise et qui a envie d'une belle carrière dans les lettres. Là, il lui tombe ça sur la tête, et finalement, il y a très peu de questions sur justement qu'est-ce que, en fait, ce l'effet corps mental que ça crée. Exactement. Et en fait, l'incarnation par elle d'un symptôme qui est une espèce de déformation du corps social prolo qui tend vers une classe beaucoup plus dominante et intellectuelle, et comment en fait un espèce de tel chahut dans une vie peut bouleverser vraiment le mental de la personne. Et moi, ça m'a beaucoup gênée, puisque finalement, si on est physiquement très avec elle, mentalement, on ne l'est pas du tout, on est vraiment détaché. Donc j'ai trouvé que c'était un film très froid, très peu empathique, alors que je pense que l'intérêt aussi de faire ce film-là en 2021, c'est que l'avortement est maintenant légal en France, et du coup, voir comment en fait ça s'opère, enfin, comment à une époque, et prendre un peu le pied historique de se dire, bah voilà, il est arrivé ça aux femmes, et pas juste nous montrer des personnes froides, détachées, qui sont juste là en fait pour briser les ailes de cette pauvre gamine. Et voilà, il manque encore une fois une espèce de réflexion sur l'objet qu'elle est en train de filmer. Et j'ai relu du coup la nouvelle d'Ernaux, et j'en avais bien un souvenir assez profond, mais il est question de ça dans le livre à chaque fois. Elle remet en perspective, puisqu'elle l'écrit quasiment 40 ans après son avortement clandestin. Elle l'a eu en 63, elle écrit le bouquin en 2000. Donc évidemment, elle a un recul très pragmatique et très lucide en fait sur ce qui s'est passé. Mais en fait, comment ça éclate dans le champ politique en fait, de ce qui se passe vraiment. Qu'est-ce que l'avortement clandestin? Comment on en arrive à ça? Ernaux le questionne énormément, mais Diwan
pas vraiment, en fait, puisqu'elle détache son personnage Exactement, en fait. Elle détache son personnage de tout ce qu'il peut y avoir autour, d'une atmosphère ambiante. On a quelques rares passages assez beaux d'ailleurs où on comprend en fait qu'elle a du désir, qu'elle prend du plaisir à voir les garçons, mais c'est tout en fait, c'est tout ce qui nous tient d'humain en elle. Et je trouve ça vraiment dommage. Encore une fois, j'aurais aimé ce film, mais c'est un peu Paris perdu. D'accord, merci. Donc c'était l'événement de Audrey Diwan actuellement dans les salles. Maintenant, on va passer à quelque chose de très très blanc, mon cher Thibaut. Donc, puisque nous allons parler de Orelsan, montre jamais ça à personne, série documentaire disponible sur la plateforme de Jeffrey Bezos, donc réalisée par Clément Cotentin et Christophe Offenstein. Et donc de quoi que ça cause, eh bien Clément Cotentin est le frère de Aurélien Cotentin, donc qui ne viennent pas du Cotentin mais de Normandie. Encore un beau mensonge en tout cas. Le Cotentin c'est en Normandie, oui, mais c'est pas vraiment pareil. Attention, ils viennent de Caen. Et donc Clément Cotentin a filmé son grand frère, dont il est assez admiratif, on peut le dire, depuis à peu près 2003-2004, quand son grand frère avait 23-24 ans. Et donc avant de devenir le rappeur et chanteur de variété célèbre que l'on connaît, donc c'était tout simplement un branleur. Des gens comme nous, c'était des gens assis dans des canapés pourris à jouer à la console, enfin toi parce que moi je joue pas à la console, mais et à bédaver comme des sagouins en se demandant qu'est-ce qu'on allait donc faire de notre avenir. Et donc ça retrace un petit peu donc à la fois la trajectoire professionnelle, on va dire, de Orelsan, qui maintenant remplit des stades et il fait des albums qui sont des cartons cosmiques en France. Donc retrace un peu cette trajectoire là, de voir même si moi je trouve ça trop léger, de voir un peu qu'est-ce qu'était le panorama rap en France au milieu des années 2000, quand lui est apparu, donc vers 2006-2007 si je ne m'abuse, en même temps que la plateforme MySpace qui a disparu, RIP Petit Ange parti trop tôt, donc avait explosé sur cette question des images qui sont utilisées pour faire la promotion, de faire des vidéoblogs et ce genre de choses, et comment est-ce qu'ils vont en faire un petit peu une marque de fabrique pour arriver au succès qu'ils connaissent aujourd'hui, avec évidemment les déboires sur certaines de ses chansons comme Sale Pute par exemple, ou ce genre de choses. Suite après il y aura bien évidemment le succès avec Basique, tout ça. Et donc on en a déjà parlé, mais donc c'est à la fois un film admiratif d'un petit frère envers un grand frère, donc, et aussi une histoire d'amitié entre Orelsan et tous ses potes, parce qu'il est avec les mêmes depuis qu'ils ont 20 ans, et ce sont toujours les mêmes gars qui bossent avec lui à faire ses sons, à faire les danses, tout ça. Donc ça adresse un peu justement ce panorama d'un mec qui est devenu finalement une superstar, alors que c'était juste un plouc dans des canapés pourris. Oui, on peut passer sur le côté, on va dire, le côté sombre, je mets ça entre guillemets, de Orelsan, avec les différentes polémiques qu'il y avait eu autour de notamment deux titres, parce que je pense que le film vaut plus que ça. Et comme tu le disais, Thomas, moi il me semble que le film s'articule autour de trois choses très intéressantes. Il y a deux éléments qui sont de facto très très humains. C'est en effet, c'est la déclaration d'amour d'un frère à son grand frère, d'un petit frère à son grand frère. Alors il le dit beaucoup de fois. Certes, la voix off de Clément est archi présente, omniprésente, bien trop présente, bien entendu, mais elle lui permet de déclamer constamment son amour vis-à-vis de son grand frère, qui pourtant à la base n'avait juste pas grand chose à lui offrir, c'était juste son grand frère, ouais, c'est et ça. basta. Alors que le mec, c'est que quand tu veux, tu dis bah non, c'est mais ok, en fait, il l'est, mais bon, il n'y a pas non plus de raison d'être admiratif. Le mec, il fait pas de musique, il passe son temps à glander. Mais du coup, le film c'est pas sérieux, wesh. À partir de cet amour-là, de cet amour-là qui est somme toute très simple, un amour fraternel somme toute honorable et somme toute élémentaire, le film bascule et va trouver en fait, va parler d'amour de manière beaucoup plus élargie. Bien entendu, le clan familial qui va se retrouver constamment sujet à discussion par rapport à la trajectoire d'Orelsan, par rapport à ses textes, avec sa grand-mère qui apparaît dans ses chansons, magnifique. Dans ses clips. Voilà. Donc du coup, ça va être également de voir comment une famille se soude. Peut arriver à être mise à mal par le non futur de Aurélien, et en même temps comment elle arrive à se retravailler et à être fière finalement de ce petit branleur qui est devenu maintenant la superstar. Surtout que le truc aussi, c'est également une déclaration d'amour à la famille. Un truc
ça n'a pas inventé, mais qu'il a, on va dire, ramené au niveau du grand public, au niveau du public hip-hop, parce que le rap c'est quand même plutôt musique urbaine, justement, banlieue de Marseille et puis Paris, alors que là, donc a priori, souvent quand on est quand même dans les plus cris comme nous, c'était plutôt du punk ou bien du ska festif à l'époque en tout cas, donc on a vraiment grandi dans des trucs difficiles, hein. Mais donc c'est vrai que le rap c'était pas forcément la musique la plus prégnante, alors que Luis Carmen du coup c'est plutôt des thématiques, on va dire, de plouc, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en week-end en province, on se fait chier, quoi. On va faire des tours en meule, et puis on va bédaver et on va poker des douilles dans des bouteilles d'eau coupées en deux, quoi. C'est à peu près ça. Voilà. Et à côté de ça, à côté de ce film qui vraiment Après, parle d'amour, comme tu l'as dit, c'est exactement une histoire d'amour entre cette bande, donc Gringe, Scred et le dernier, le nom m'échappe. Oh, plus j'ai tout bougé. Bon bref, passons. Donc entre cette bande de potes, et en même temps, au-delà de cette histoire d'amour-là, c'est également, je trouve, une vraie plongée dans l'industrie musicale, où comment donc ces gens-là ne savaient rien faire du tout, mis à part Scrud qui avait 2-3 billes d'un truc, il savait en gros comment tourner des boutons. Il a fait la boulette de Diams. Il savait comment tourner des boutons et comment utiliser une Mais c'est vrai que carte oui, son. effectivement, comme tu dis, en plus c'est au moment où l'industrie du disque se pète totalement la gueule, parce que le téléchargement prend le pas, les plateformes commencent à arriver, même si c'est un peu timide, mais les MySpace justement, tout ça, et l'industrie du disque est en train de totalement se péter la gueule et les mecs sont en panique, quoi. Mais c'est en gros, ça va nous raconter comment on fait pour signer sur un label, comment on fait pour organiser un concert, comment on fait pour améliorer une image pour que Aurélien ne soit plus Aurélien et devienne Orelsan, donc qu'il ait un style un peu plus correct, marqué. Comment on fabrique un clip. Donc tout ça, c'est absolument passionnant. Après, j'ai quelques réserves par rapport à la trajectoire d'Orelsan, notamment à ce qu'il avait fait avec les Casseurs Flotteurs et avec le film qu'il a co-réalisé. Comment c'est loin, qui est pas mal. Comment c'est loin, qui est plutôt sympatoche. En effet, qui est bien entendu bancal, pétri de défauts, mais il y a une vraie sincérité. Il me semble bloqué, c'était pas mal. Hein. Ouais, mais c'est comme. En fait, c'est Orelsan, c'est ça, c'est que c'est pas super. Il y a 2-3 trucs qui se démarquent, mais à chaque fois, tu sens une vraie sincérité. Mais bon, ça fait pas trop fini, quoi. Mais je trouve que du coup, le film, parce que le film, sans tomber sur le côté making of du film Comment c'est loin, il aurait pu aller beaucoup plus loin sur pourquoi Aurélien a voulu faire ce film, les secrets un petit peu de fabrication de ce film-là, et finalement cette période-là est passée un petit peu à la trappe, mais d'un autre côté c'est quand même la période du succès, et finalement est-ce que c'est vraiment ça qui intéresse Clément ? Je suis pas sûr, parce que vraiment les 2 premiers épisodes, les veilleurs de nuit, tout ça. Voilà, donc là c'est vraiment là où c'est le plus passionnant, où t'hallucines en fait. Tu te dis jamais que ce mec-là va remplir, je sais pas, maintenant il remplit 4 Bercy d'affilée, enfin. C'est un truc de salopard. Bah, c'est vrai que le mec il part de loin, parce que quand tu le vois genre quand il a 22 ans, mais t'as l'impression que c'est mon pote Bobo à carreau, quoi. C'est oui. Porte des petits shapers et des... Donc voilà, le film. Bien entendu, le film a une dimension hagiographique. Bien entendu, le film a une dimension promotionnelle, parce qu'il a annoncé Civilisation d'Orelsan, qui est sorti il y a 3 semaines. Voilà. Donc, bien entendu. Mais je pense qu'il faut mettre un petit pas de côté et vraiment se plonger dans les premiers épisodes pour voir l'amour qui dégouline entre tous ces personnages, entre tous ces acteurs. Oui, parce que maintenant ils deviennent des c'est vrai personnages. qu'ils ont tous l'air sympas en plus, hein. Mais entre tous ces hommes et ces femmes de différentes générations, c'est louche, qui finalement sont restés unis malgré de nombreuses difficultés, et c'est vraiment un film sur l'unité humaine, j'ai envie de dire l'unité du cœur, et en fait c'est en ça que le film est très beau. C'est beau ce que vous dites, monsieur Ferret. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Voilà, parce que quand tu vois la grand-mère après qui va tourner dans les clips, qui se fait acclamer au Zénith de Caen, enfin c'est quand même taré, c'est quand même beau. Et puis tu vois que le mec il est quand même attaché à sa ville. Puis c'est beau de voir un mec qui reste attaché, qui malgré le succès reste attaché. Je crois qu'il habite toujours à Caen. Enfin voilà, il reste attaché à sa ville. Probablement une résidence secondaire. Hein. Oui, maintenant pas trop pour. Oui, on s'en fait pas trop. Mais voilà, et puis il y a le processus d'écriture aussi. Je trouve que c'est un petit peu, mis en retrait, alors que ça aurait été intéressant de voir comment Orelsan travaille ses rimes, parce qu'à un moment ils en parlent, voilà, de combien de mesures, tel machin truc. Et au final, voilà, c'est le côté un petit peu artistique. Le côté travail un peu trop évacué, voilà. Je trouve. Et c'est vite évacué, mis à part qu'on voit tous que c'est Scrud qui détient le truc. Et
Voilà. Bon, le film est bancal, mais bon, il y a tellement d'amour. Il y a un cœur. Il y a un vrai cœur qui se dégage de ça. Et puis un petit côté. Enfin voilà, moi j'ai l'impression de me voir dans un miroir quand j'avais 20 piges. C'est assez hallucinant. Sauf que bon, j'ai pas fait du hip-hop et Pourtant, vous avez le même âge quasiment. Hein. On a exactement le même âge. Ouais. Mais non. Moi, je claquais des douilles, et je claquais des bédaves, mais bon, je fais pas 4 Bercy d'affilée. Ouais, peut-être, mais lui, il a pas d'enfant. Et ouais. Non. Et voilà. Donc, c'est le documentaire sur Orelsan, montre jamais ça à personne, donc disponible sur la plateforme de Jeffrey Bezos et Tipeee à câble aussi, hein, bien évidemment, si comme nous, vous n'aimez pas payer. Donc, c'est un film qui a beaucoup de cœur. À propos de cœur, nous allons passer immédiatement au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Aïe. Ah, je sais donc, les coups de cœur, bah justement, carrément Fleuret. Coup de cœur, alors moi ça va être, je crois que je l'avais déjà dit il y a quelques années, mais bon, c'est pareil. 2-3 ans. C'est tout ce qui va se rapprocher autour d'une œuvre centrale qui s'appelle Les raisins de la colère, donc le bouquin de John Steinbeck, qui est probablement mon roman préféré. Donc édité en 1939. Et voilà, donc parce qu'il y a sur Arte, il y a un documentaire, une espèce de journal de carnet de bord de John Steinbeck au moment où il écrit le bouquin. Donc j'ai maté ça hier soir. C'est pas super, mais ça fait toujours plaisir. Et du coup, ça fait toujours plaisir qu'on entende parler de John Steinbeck. Ça fait toujours plaisir de convoquer les raisins de la colère. Bien entendu, il y a le bouquin. Bien entendu, il y a le film de Ford. Bien entendu, il y a l'album The Ghost of Tom Joad du boss Bruce Springsteen. C'est un de ses plus beaux albums. Avec la reprise de Rage Against the Machine, bien évidemment. Et les lives qu'il a fait avec Tom Morello. Après, magnifique. Et il y a également, dans le film est convoqué donc le film de Ford, des images d'archives et tout le travail photographique d'une photographe américaine qui s'appelle Dorothea Lange, voilà, qui a pris une photo qui est hyper célèbre, qui s'appelle Migrant Mother. Donc je vous invite à regarder son travail. Il y a une rétrospective au Jeu de Pommes en 2018 ou 2019 si je m'abuse, et vous tapez Dorothea Lange Jeu de Pommes et vous tombez sur le site du Jeu de Pommes où il y a des photos et puis un petit court métrage et puis une biographie sympatoche. Voilà, donc il fallait parler de cette photographe également. Merci carrément Fleuret. Justine. Alors c'est la nouvelle Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, donc qui a été adaptée. La nouvelle date de 22 et il a été adapté par Max Ophuls en 48 avec Joanne Fontaine et Louis Jourdain, je crois. Donc voilà, un riche écrivain qui reçoit une lettre d'une inconnue et qui lui clame son amour alors qu'il ne la connaît pas. C'est absolument formidable, c'est très court à lire, donc c'est un plaisir. Et évidemment, autre coup de cœur, mais relire Ernaux, Annie Ernaux, qui est pour moi l'une des plus grandes autrices françaises qui n'ait jamais été donnée de lire. Et je pense qu'on devrait tous en prendre un peu de la graine. Merci. Alors moi, ce sera 2 films. Le premier, c'est un film brésiliano-colombien de Camille Restrepo qui s'appelle Los Conductos, donc qui date de l'année dernière, sur un très beau 16 mm en couleur, sur un jeune qui s'échappe d'une secte et qui va essayer de s'en sortir. Mais bon, du coup, il va récupérer un flingue, donc ça va un peu moins bien se passer. Donc c'est un très très beau film. Et sinon, c'est un documentaire de 2003 de Errol Morris, The Fog of War, sur notre ami Robert McNamara et toutes ces petites magouilles sous la présidence de JFK et de Lyndon B. Johnson pendant la guerre du Vietnam, son implication aussi pendant la Seconde Guerre mondiale et après en tant que directeur de la Banque mondiale. Donc un film hyper bien fabriqué, excellente interview de Robert McNamara qui quand même essaye d'enfumer son intervieweur qui ne se laisse pas faire, un modèle de film politique absolument passionnant. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de films de pif-paf et de jeunes filles perdues dans le Soho des années 60. Prochaine émission, prochaine édition. Merci messieurs, merci mademoiselle, merci à Valentin à la technique et à ciao, bonsoir. Salut. Salut.